Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Bonjour Agnès. Bonjour Valentin. Allez, aujourd'hui on va parler de site vitrine, mais également d'automatisation, parfois d'opportunités qui sont sous-estimées. Pour commencer, pourquoi un site vitrine est souvent dit passif ? Quelle est ta définition de la passivité d'un site vitrine ? On pourrait dire que passif de prime abord, c'est un site qui n'est pas mis à jour. Alors finalement, oui, c'est sûr. Mais la vraie définition pour moi de passif, c'est un site qui n'est pas intégré dans une dimension stratégie de communication et qui va être passif parce qu'on ne s'en sert pas. Finalement, c'est un outil, oui, effectivement, on va avoir un site internet comme d'autres l'ont, mais c'est tout, il ne se passera rien de plus. Quel rôle, du coup, le site devrait-il jouer ? Parce que tu as un petit peu fait cette transition-là. Oui, alors effectivement, ne pas oublier qu'un site internet est un outil de communication parmi d'autres. Par contre, la pertinence qu'il va avoir, c'est qu'il permet d'accueillir finalement différents leads plus ou moins qualifiés. Généralement, on essaie de les rendre le plus qualifiés possible via différents canaux. C'est ce qu'on appelle le multicanal ou l'omnicanal. Et en fin de compte, ça va être une newsletter à un moment donné qui va être envoyée. Vous allez avoir un clic qui va amener sur un article, sur un livre blanc ou autre, ou une prise de rendez-vous éventuellement via un calendrier. Ça va être des posts sur les réseaux sociaux. Ça peut être, justement, on parle de réseaux sociaux, du social ads. Ça peut être du Google ads. Ça peut être plein de choses. Et finalement, le site devient le point de chute. Et c'est là où, finalement, il va prendre pleinement son rôle, puisque dans ces différents canaux de communication, il y a une promesse qui va être émise et tout l'enjeu, ça va être de ne pas perdre celui qui a cliqué, qui va arriver sur ce site-là. Donc effectivement, il y a un travail en amont et si on veut que le site ait vraiment sa place, il faut qu'il soit réfléchi et pensé dans une expérience et il doit coller à ça, quoi. Du coup, au cœur de cette conversion, on a le formulaire sur le site vitrine. Souvent, c'est un élément qui est mal exploité. Dans quel sens est-ce que tu as des retours d'expérience sur cette mauvaise exploitation du formulaire de contact ? C'est-à-dire, en fait, oui, effectivement, avoir un formulaire de contact, c'est devenu basique, mais ça l'est déjà depuis bien, bien longtemps. Moi, je me rappelle les sites, en 2006, on mettait déjà des formulaires contact. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que va le contact ? Est-ce qu'on le qualifie dans ce formulaire-là ? Est-ce qu'on y intègre une dimension de qualification ? Si, par exemple, il y a 3 types de produits ou de prestations de services, celui qui va remplir le formulaire, au-delà du message qu'il va mentionner, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de qualifier un petit peu plus ? Est-ce qu'il a une entreprise ? Quel est son rôle ? Si on est en B2B, par exemple, et ça permet effectivement, dans la prise de contact qui suit, déjà avoir des informations. Ça, c'est un premier volet. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas se cantonner qu'à un formulaire contact. Parce qu'un formulaire contact aussi peut enclencher, moyennant les coordonnées, le téléchargement d'un livre blanc. Et donc là, on rentre dans d'autres logiques qui est de l'ordre plus de la maturation. Et finalement, ce site, qui au départ a juste ce formulaire, va jouer un autre rôle et va permettre finalement de qualifier tout ça et de rentrer dans une espèce de logique, ce qu'on appelle un scénario finalement. Et une fois que la personne a rempli ce formulaire ou récupéré le livre blanc, qu'est-ce qui se passe ? Et là, dans le qu'est-ce qui se passe, on va imaginer différents scénarios. Et c'est là où on dit que finalement, on part d'un site vitrine, e-commerce aussi, et on va lui amener de l'automatisation sur des actions où on ne va pas avoir, nous, humains, une valeur ajoutée, mais pour lequel ça va arriver presque tout cuit dans nos assiettes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois le lead, mais le lead qualifié. Le lead qualifié, du coup, qui passe finalement là, ce que tu nous expliques, ça passe de l'état de contact à un état plutôt, ça crée quasiment une relation avec l'automatisation. Exactement. On crée une relation avec le futur client. Exactement. Et dans cette automatisation, il y a le site, il y a ce qui s'est passé avant. Effectivement, il y a des requêtes qui peuvent être faites sur Google. Il y a des recherches via des prompts qui peuvent être faites. Encore faut-il effectivement arriver à faire remonter les utilisateurs, les usagers vers son site. Mais au-delà de ça, c'est déjà en amont
quelle articulation on donne. Je donne un exemple, vous faites des campagnes d'emailing et dedans, il y a incorporé une vidéo. Bonjour Valentin, dis donc, tu ne serais pas intéressé par une prestation parce que tu manques et que tu as tel point de douleur ? Eh bien, c'est une entrée à la matière qui est intéressante aussi parce que justement, dès le départ, on y amène de l'humain. Alors, dans certains cas, c'est plus approprié que d'autres, mais on voit bien que là, le point de départ, eh bien, ça va enclencher une potentielle automatisation suivant moi, comment je vais réagir face à cet emailing-là. Si je ne l'ouvre jamais, eh bien, peut-être que je vais dégager tout simplement du scénario. Et à l'inverse, si je clique toujours sur les mêmes choses, eh bien, peut-être qu'un jour, je vais recevoir une newsletter avec pile de sujets qui m'intéressent. Et parce que du coup, il va y avoir certainement une analyse de la qualité, parce qu'on dit souvent que les visiteurs qui arrivent sur un site internet n'ont pas tous la même valeur. Donc exactement. Et effectivement, ça peut dépendre aussi des canaux dont ils proviennent et l'interaction qu'ils ont eue éventuellement avec ces canaux-là. Si je prends l'exemple d'un post sur LinkedIn qui est très technique ou avec une vision assez poussée, quelqu'un qui réagit, qui commente et qui après derrière va aller prendre contact sur le site, on sait que lui a priori il est chaud patate. Donc en tout cas il y a un intérêt certain qui est très appuyé et on aura dépassé le stade de l'information ou de l'éducation. Ce seront plutôt des profils qui déjà sont avertis. Et donc ça, c'est bien de le savoir si on crée du lien, une interaction entre tout ça, parce que quand on va prendre réellement contact, cette fois-ci pour de bon, avec la personne, on saura le niveau à la fois le niveau du point de douleur, le niveau de maturité, le niveau de connaissance par rapport à des sujets quand ils deviennent traités techniques. Et là, ça devient effectivement intéressant. Mais toujours pareil, on a à un moment donné le site internet qui est positionné à un endroit ou à un autre. Et dans ce cadre-là, finalement, mettre en place un système de scoring sur la maturité du lead, pour toi, c'est plutôt gadget ou c'est vraiment utile pour la marque qui le met en place ? C'est toujours pareil. Le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher de la data. Donc, plus il y a une data, si elle est quand même minimum qualifiée, oui. Parce que si on met des numéros à tir à la rigole, c'est pas possible. Mais toute data et tout traquage, à partir du moment où il est vu de manière positive, bien entendu, est effectué, mais ce sont des vraies données qui fait qu'on ne va pas être à côté de la plaque. Mais même pour le lead, le prospect, c'est sûr que si on appelle pour présenter quelque chose alors qu'il a besoin d'autre chose, ce n'est pas intéressant non plus. Donc finalement, tout le monde est gagnant. On parle du coup aussi beaucoup d'automatisation, forcément. Il faut parler d'outils. Il y a le site, certes, mais quand on crée cette relation-là, tu parlais tout à l'heure d'envoi de newsletter, oui. D'emailing quand on est plutôt dans une démarche d'acquisition. En ce sens, quel est le lien qu'il va y avoir entre son site internet et un outil type Brevo, par exemple ? Eh bien, on peut créer des liens qui sont assez forts parce que si on prend le cas, par exemple, d'un e-commerce, oui. Eh bien, il y a des outils, des applications, enfin des éléments qui sont dans Brevo et qui sont spécifiquement sur l'application WooCommerce. Donc, en fait, l'intégration, elle se fait assez facilement. Et dans WordPress, il y a aussi un certain nombre de choses. Voilà, donc ces logiciels, ces plateformes-là ont l'habitude d'interagir avec des sites, que ce soit e-commerce ou des sites vitrines dans l'usage des outils les plus habituels. On voit beaucoup de marques, quand on est sur des stratégies comme ça d'acquisition et notamment sur l'atterrissage, qui vont vouloir mettre beaucoup d'informations pour pouvoir séduire finalement l'internaute, le lead. Du coup, quel est ton regard sur ce plein d'informations? Est-ce que ça sert vraiment la conversion ou ça fait l'effet inverse? Il y a un juste milieu, mais encore une fois, il y a des profils où il va falloir marteler jusqu'au moment où il va y avoir l'action, d'autres qui vont se sentir étouffés. Le juste milieu n'est pas évident et il va se trouver probablement dans la réponse de qui sont mes personae. Oui. Et là, effectivement, on va pouvoir ajuster au plus juste. Et on en revient toujours à cette logique de stratégie au départ. Ayons la bonne connaissance, certes, du marché, oui. Mais aussi des clients idéaux dans leur fonctionnement, dans leur approche, dans leur quotidien. Et ça donnera un début de réponse quant à leur disponibilité. Donc, c'est ça qui est important. Du coup, après, il y a beaucoup d'automatisation, certes. Il faut conserver finalement aussi l'humain, la réactivité. Comment on arrive en fait à mêler les deux ? C'est-à-dire, on propose une expérience très automatisée, mais après, à un moment donné, il faut peut-être que l'humain rentre dans le game, non ? Oui, c'est ce qu'on appelle aussi le côté figital. Et nous, chez Impact, on a bien travaillé ces sujets-là. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir
un point de contact qui soit digital. Je prends un exemple, une prise de contact sur LinkedIn. Et finalement, c'est des personnes après qu'on va rencontrer dans la vraie vie. Ou inversement, des personnes qu'on a vues sur des temps de networking ou d'intervention ou autre, et qu'on va aller chercher sur un réseau comme LinkedIn pour justement continuer cet échange et essayer d'aller plus loin ensemble, soit en termes de business pur, mais pas forcément. Quelles sont les erreurs, on va dire, les plus classiques sur la thématique du jour, site vitrine, automatisation pour une marque? L'erreur de base, c'est se dire je vais faire un site pour faire un site et puis il n'y a pas de problème, il existe des outils. En plus de ça, qui vont me rédiger tout tranquillou à partir d'une IA et c'est formidable, j'ai rien à faire. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, mais à un moment donné, si on fait rien, on récolte rien aussi. Et il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être de manière transitoire dans cette situation-là en se disant bon ben voilà, ça me permet déjà d'avoir une base. Ok, j'ai un business qui est très très récent. Par contre, très rapidement, je veux avoir une posture et une position qui soient en adéquation avec mes valeurs. Et là, ça ne collera plus. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est dans cette étape-là qu'un site réel doit être pensé. Et généralement, le site qui a été conçu au départ, il ne fonctionne pas. C'est très compliqué de partir d'une base et de briques et de broc et construire, parce qu'à un moment donné, on aura une inadéquation. Ne pas oublier qu'il y a quand même le SEO dans tout ça. Même si l'IA est entrée en jeu, c'est une question de visibilité, de notoriété. Donc, si le site n'est pas conçu d'une certaine manière, de manière purement stratégique en termes de positionnement, de valeur, mais aussi de positionnement par rapport à ses concurrents, les éléments de différenciation, ce qui fait l'authenticité, finalement, on n'est pas dans le bon. Donc, se dire au départ, oui, je fais un site pour faire un site, juste manière de, le temps de. Là, oui. Après, se dire que tout va être fait tranquillou et que je suis tranquille pendant des années, non, c'est absolument pas le cas. L'automatisation peut venir dans un second temps et ce n'est pas grave si le site a été pensé ainsi. C'est ça, parce que derrière l'automatisation, il peut y avoir aussi des connexions avec du CRM, avec des logiciels métiers. Et ça se comprend, on ne peut pas forcément tout faire d'un coup. Déjà parce qu'il y a un laps de temps qui est nécessaire. Il peut y avoir des éléments plus techniques dans lesquels il faut interagir, etc. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc quand c'est comme ça, on crée le site. On sait très bien qu'il aura des points d'ouverture justement en termes d'évolution. Mais c'est un site qui est déjà très propre et va permettre de faire son petit bonhomme de chemin et commencer à construire cette visibilité. L'automatisation peut venir juste derrière et ça fonctionne très bien. Donc on a un site stratégique, on a mis en place aussi une stratégie, en tout cas pensée, stratégie d'automatisation. Quel serait le premier scénario pour une marque à mettre en place? Eh bien, c'est vrai que la question n'est pas évidente dans le sens où tout dépend du contexte, tout dépend de ce que l'on propose et de ce que l'on vend. Il y a des scénarios qui sont très simples en fait, qui sont plutôt liés. Alors tout à l'heure je parlais du livre blanc, oui. C'est un exemple. Un article de blog qui a été pensé, réfléchi avec des mots-clés, avec une posture, avec des choses à dire qui vont donner des éléments différenciants aussi. Eh bien c'est une forme d'atterrissage. Par contre derrière à la fin, qu'est-ce qui se passe quand la personne a lu? Et là, dans le qu'est-ce qui se passe, oui, on va pouvoir réfléchir éventuellement à une automatisation en fonction de ce que l'on veut. Ce qu'on faisait basiquement avant avec un pop-up qui apparaissait au bout de 30-40 secondes, c'est quand même dans cette logique-là. Donc le livre blanc, landing page, on parle landing page. Des fois, on va travailler sur des campagnes spécifiques. Eh bien, on va travailler une page vraiment spécifique dans le site pour justement que la conversion soit meilleure. Et on le sait, dans les ratios, dans les pourcentages de conversion, une landing page va avoir généralement plus de conversion qu'un site classique. Et puis des fois dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'en fait on a des pages qu'on ne veut pas démultiplier dans le site, mais qu'on va travailler pour qu'elles soient à la fois en SEO, mais aussi avec une bonne conversion. C'est un peu l'entre-deux, ça. Et finalement on se rend compte que c'est souvent des sujets qui reviennent. Pour conclure cette nouvel épisode de votre podcast, quel serait le message clé à retenir sur cette thématique de site vitrine, d'automatisation Le premier point, c'est le site internet est une finalité, est un outil. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il soit absolument impérativement intégré dans une stratégie. Une stratégie en amont qui va permettre de répondre pourquoi je fais ce site, qu'est-ce que je peux en attendre, quels sont les différents liens qui vont amener les gens vers ce site-là et comment ça s'articule. Et en fonction de tout ça, effectivement, c'est s'écrire peut-être une feuille de route et qui va être
généralement inclus dans un cahier des charges sur un site au départ. Et se dire aussi que un site, il a une durée de vie qu'il faut faire évoluer. Et au bout d'un moment, à force d'amonceler, il vaut mieux faire le choix de refondre et de penser vraiment l'outil comme outil stratégique. Merci Agnès. Avec plaisir. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.